Bonjour à tous. Je suis Marion Abécassis, donc secrétaire de l'Observatoire. Nous sommes très contentes de vous accueillir tous ici dans ce lieu magnifique. Et en particulier aux intervenants, merci beaucoup en tout cas aux intervenants aussi, en plus de vous, d'être venus assister à cette question d'actualité qui est l'abaissement de l'âge de droit de publication. Et nous sommes également heureuses d'accueillir les représentants des structures qui ne sont pas celles qu'on voit tous les jours, tous les 6 semaines à l'Observatoire, puisque on pense que proposer un sujet de réflexion comme celui-ci est important pour tous les membres de la communauté éducative et des associations d'éducation populaire ou liées à la liberté de la presse. Même si ça reste une réflexion interne aux membres de l'Observatoire. Donc l'Observatoire a été créé en 1998 et il a toujours été en phase avec la pratique de praticien, les pratiques de praticien. Et donc d'abord en 2002 par la modification de la circulaire de 1991 et aujourd'hui en nous faisant réfléchir justement sur l'abaissement de l'âge de droit de publication. Donc c'est la première fois qu'on organise un tel événement, mais ça montre qu'on est en phase avec l'évolution des pratiques de praticienne, face notamment aussi à l'émergence du numérique, d'où cette question d'abaissement de l'âge de droit de publication qui est très importante. Donc pour rappel, notre collectif est composé de 21 organisations qui a pour but de créer par le dialogue et l'information réciproque entre les acteurs de la communauté éducative les conditions d'un climat de confiance favorable au développement d'une presse citoyenne libre et responsable. Et cela se traduit donc par deux grandes actions principales. Une action de médiation, rôle qui est reconnu par la circulaire responsabilité et engagement des lycéens de 2010, du 24 août 2010. Donc n'importe qui peut faire appel à l'Observatoire en cas de difficulté avec des journaux lycéens. Et une action de production et de réflexion qui se traduit par réflexion comme celle-ci, et aussi par la production de brochures et mémos. Normalement, il y a un stand, une table avec des mémos et des brochures, et qui a pour but d'éclairer certains points de la circulaire, et aussi mettre d'accord tous les acteurs de la communauté éducative, d'associations d'éducation populaire ou liées à la défense de la liberté de la presse sur des bonnes pratiques, puisque l'Observatoire fonctionne par consensus. Donc ça veut dire que si une organisation n'est pas d'accord avec le contenu du mémo, le mémo n'est pas validé. Donc les 21 organisations ont validé normalement les mémos et brochures. Donc l'idée de cette matinée nous est venue en travaillant justement sur une brochure sur les droits et déontologie des journaux lycéens en ligne. Puisqu'en ligne, le cadre de publication dépasse les murs du lycée. Or, la circulaire dérogatoire de février 2002 permet aux mineurs d'être directeurs de publication et d'être publiés sans autorisation ni contrôle préalable, mais seulement lorsque le journal est diffusé à l'intérieur de l'établissement. Et donc, les journalistes mineurs ne peuvent pas être responsables de publication en ligne puisque ça dépasse le cadre du lycée. Donc l'Observatoire s'était demandé dans quelle mesure eux aussi pouvaient avoir accès à cette responsabilité de publication, d'où cette matinée. Il faut savoir que GEDAncre, qui est un membre de l'Observatoire et qui est une association nationale de promotion et de défense de la presse d'initiative jeune, milite depuis 2013 pour l'abaissement de l'âge requis pour être directeur de publication. Et donc d'autant plus que le contexte législatif actuel crée une discrimination envers les journalistes lycéens en ligne et ceux qui veulent faire une publication en dehors du cadre de lycée parce que ça restreint leur lectorat. Donc c'est le cas pour les journaux de quartier et de ville, mais aussi pour tous les lycées agricoles, privés, militaires, qui ne bénéficient pas de cette circulaire. Et donc modifier la loi peut permettre aussi et motivé donc par d'autres constats, on remarque que la circulaire, seul texte qui garantit le droit de publication lycéen, crée un environnement propice dans les lycées, propice à la création de journaux et donc à permettre de dynamiser la vie de l'établissement, à l'apprentissage de la citoyenneté et tout ça. Et donc étendre ce contexte dérogatoire à l'ensemble des mineurs en renforçant
sa valeur juridique pourrait permettre d'étendre cet environnement favorable. Et d'autres raisons qui pourraient motiver cet abaissement de l'âge de droit de publication, c'est aussi que le droit de publication dans le cadre lycéen reste précaire. J'ai donc le CLEMI, l'Observatoire, recense une douzaine de cas de censure par an. On en étudie à chaque fois 2-3 par réunion. Et cela peut s'expliquer par la nature de la circulaire qui ne permet pas de garantir réellement les droits des lycéens. Et donc une affirmation de ce droit dans la loi renforcerait sa valeur juridique. Et on pourra d'ailleurs questionner ce sujet dans la première table ronde consacrée aux enjeux juridiques. Et enfin, dans sa volonté de protection des jeunes mineurs, le gouvernement met déjà en place des prémajorités comme le droit d'aller en prison à 13 ans, le droit d'ouvrir un compte en banque à 16 ans. Donc on pourrait très bien imaginer un seuil de prémajorité qui permettrait un seuil intermédiaire pour le droit de publication, donc qui permettrait d'exercer cette publication et d'apprendre à être citoyen dans une démocratie et tout ça, sachant que les jeunes prennent déjà la parole sur les journaux papier, les journaux en ligne, les blogs, les réseaux sociaux. Donc finalement, ça permettrait aussi peut-être de les responsabiliser. Donc j'ai donc à proposer cette réflexion aux membres de l'Observatoire comme conclusion de la brochure. Mais il est important que chaque membre prenne le temps de se positionner parce que on n'a pas toutes les clés en main pour pouvoir forcément se positionner, puisqu'il y a beaucoup d'enjeux juridiques, sociologiques et pédagogiques là-dessus. Et donc, d'où cette matinée, pardon. Et donc, parallèlement, l'actualité nous a rattrapés puisque la proposition d'abaissement de l'âge du droit de publication se trouve dans l'avant-projet de loi Égalité et Citoyenneté, qui est un projet de loi porté par le ministère de la Jeunesse. Et donc c'est une question d'actualité d'autant plus vive. Il s'agit maintenant de réfléchir lors de cette matinée, de cette première table ronde, animée par Mélanie Suas, déléguée générale de l'association Jet d'encre, aux enjeux juridiques de cette prise de responsabilité par l'abaissement de l'âge du droit de publication. Et dans une deuxième table ronde, animée par Clémence Lebozec, secrétaire de l'Observatoire, de réfléchir aux enjeux sociologiques et pédagogiques de cet abaissement de l'âge du droit de publication. Mais avant d'entamer ces deux tables rondes, je vais vous donner quelques informations logistiques. Nous avons essayé de faire en sorte que cette matinée soit interactive, mais le but de cette matinée, c'est avant tout de vous donner le plus de contenu pour que vous soyez capable de vous positionner sur l'abaissement de l'âge de droit de publication d'ici mai-juin. Donc, on a privilégié donc le contenu. Ça veut dire que les questions, vous allez pouvoir en poser, bien évidemment, mais par écrit, parce que à l'oral, on risquerait de perdre du temps, étant donné qu'on a très peu de temps. Enfin, on a une matinée et il y a beaucoup de questions à aborder. Donc, il y aura 15 minutes par intervenant, donc 3/4 d'heure d'exposé, entre guillemets, et 15-20 minutes de questions que vous posez donc par 3 moyens, par SMS à ce numéro-là, 06 70 67 63 05, il est marqué, par le hashtag Twitter PressICN, ou des questions par post-it que les chers bénévoles de l'association Jet d'encre se chargeront de ramasser et de poser, donc on les posera. Et ensuite, je vais laisser la parole à Stéphanie de Vincey pour parler de l'application Kahoot, l'application de sondage, et du hashtag PressICN, du live tweet qu'on va faire, et du Storyfy, puisque, voilà, ce qui nous a motivés, c'est les journaux numériques pour organiser cette matinée, donc on a décidé de rester dans l'utilisation des outils numériques. Ah oui. Je vais rester près de l'ordinateur parce que j'en ai besoin. Alors, j'ai appris en arrivant ce matin par notre intervenant juriste Fabrice Matatia que l'outil que j'allais vous proposer d'utiliser n'est absolument pas transparent sur l'utilisation qu'il fait des données. Comme moi, je suis transparente, je vous préviens. Par contre, on a tout à fait prévu de ne pas, bien entendu, utiliser ces données, nous,
en tout cas, de façon nominative pour préjuger de l'avis de chaque organisation. Il s'agit bien entendu de prendre la température de la salle. Vous êtes complètement libre de mettre le pseudo, vous pouvez mettre Toto54 quand on va vous demander votre nickname. Il n'y a aucun problème. Le but du jeu, c'est d'avoir une tendance et de se rendre compte entre avant et après la matinée de réflexion si ça vous a permis d'avancer personnellement. Il ne s'agit pas d'engager votre organisation personnellement dans la réflexion. Mais bon, sachez que cet outil n'est pas transparent du tout sur ce qu'il fait des données personnelles, sachant que donc même si elles ne sont pas nominatives, elles sont quand même personnelles, donc dans la nature. Donc les bons élèves normalement ont sur leur smartphone l'application Kahoot, donc c'est le moment de la lancer. Ceux qui ne l'ont pas, mais qui sont équipés d'un smartphone, peuvent aller se connecter via leur navigateur sur kahoot.it. Ça marchera aussi, il n'y a pas de souci. Pendant que vous faites cette manipulation, donc je rappelle le hashtag pour Twitter, vous remarquerez que là il est marqué avec des majuscules et un accent. Ça n'a pas d'importance qu'on mette des majuscules ou des accents, on arrive au même résultat. Donc n'hésitez pas à l'utiliser pour les questions, mais aussi pour répercuter vers l'extérieur ce qui se dit et ce qui se réfléchit ici. J'ai déjà eu ce matin sur le fil Twitter quelques réactions intéressantes d'acteurs tels que Wikidia par exemple sur notre matinée de réflexion. Donc c'est l'occasion de partager. On va considérer que ceux qui pouvaient se connecter se sont connectés. Je vais passer. Alors, il faut rentrer le code du sondage. C'est le numéro qui est indiqué là. Vous allez avoir deux questions que je vais vous poser maintenant et il y en aura une à la fin. Donc, essayez de ne pas déconnecter parce que je ne sais pas trop comment ça se passe si c'est déconnecté entre les deux. Donc vous laissez après l'application en fond et on verra ce qui se passe. Je ne sais pas non plus si la qualité de la connexion Wi-Fi ici va permettre que ça fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, ce n'est pas grave, on passera au vote à main levée, tout simplement, à l'ancienne. Voilà, donc quand vous avez rentré le code, vous rentrez le nickname, donc celui que vous voulez. On va voir, voilà, il y en a qui mettent... voilà, on met évidemment exactement ce qu'on veut. On ne saura pas qui a répondu quoi de toute façon. Vous, en tout cas, et nous, je ne suis même pas sûre. En tout cas, je ne sais pas comment le faire et ce n'est pas l'objectif. Alors, nous avons 11 connectés. Alors là, j'ai coupé le son. Quand on utilise cette application avec le son, il y a une petite musique qui peut paraître sympathique quelques secondes et qui est vite entêtante. Alors, un des avantages de cet outil, outre son manque de transparence, qui est un vrai inconvénient, c'est qu'il n'y a pas besoin de créer un compte, ni de mettre des noms, des vrais noms sur les gens. Donc, ça, c'est côté pratique, c'est pour ça que je l'ai choisi. Et il fonctionne sur toute plateforme, y compris sur un navigateur. Donc voilà, c'est aussi une autre raison du choix. Alors, est-ce qu'il y en a qui essayent encore et qu'il faut attendre, ou est-ce qu'on y va avec les 14 qui sont connectés ? C'est bon ? Alors on y va. Première question. Donc ça c'est la question. Et normalement sur votre écran vous avez les trois possibilités qui apparaissent. Donc à cliquer ou à toucher si vous êtes en tactile. Voilà, il va y avoir un petit... il reste encore du temps pour les deux qui n'ont pas pu répondre. Et voilà, tout le monde a répondu. Ah non, il y avait même plus d'inscrits, 15. Voilà. Oh! Et voilà, et nous avons donc... Alors je vais noter 10,06. Nous passons à la deuxième. Question piège.
Non, c'était 6. Si les gens sont là... Voilà ce que ça donne. Donc, si possible, on essaye de laisser ouvert ça en fond et rendez-vous à la fin pour voir si cela a évolué. Donc, merci beaucoup. Oui, sur Twitter, donc il y a un live tweet avec le hashtag PressICN. Donc, l'Observatoire ne dispose pas de compte Twitter, donc, mais vous pouvez tweeter avec ce hashtag tout au long de la matinée. Donc, je vais laisser la parole aux intervenants de la première table ronde, ainsi qu'à Mélanie Suas, déléguée générale de l'association Gitan, qui va animer cette table ronde. Merci. Donc du coup, j'appelle Monsieur Matatia, Monsieur Prigent et Monsieur Ronget à me rejoindre sur la scène. Donc, hop. Quand on a commencé à écrire la brochure de l'Observatoire droit et déontologie de la presse, droit et déontologie des journaux lycéens en ligne, on s'est posé beaucoup de questions. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que beaucoup de nos questions, quand on avait les réponses, on avait encore plus de questions, puisque le contexte de les publications en ligne n'avait rien à voir, du coup, finalement, avec notre circulaire dérogatoire qu'on a l'habitude de si bien connaître et si bien comprendre, et pour lesquels on fait des brochures et des mémos, comme Marion l'a dit, depuis tant d'années. Du coup, quand l'association G-d'encre a proposé, en conclusion de l'Observatoire des pratiques de presse lycéenne, enfin pour la brochure, de parler de l'abaissement de l'âge de publication à 16 ans, pour dire, écoutez, quel que soit le support juridique qu'un lycéen choisit, quel que soit le support sur lequel le lycéen choisit de publier, que ce soit sur support papier, numérique, si on faisait abaisser l'âge de publication, au moins il y aurait un statut d'égalité. Sauf qu'à ce moment-là, les membres de l'Observatoire, on s'est regardé dans le blanc des yeux et on s'est dit, c'est un peu compliqué comme question, c'est pas juste oui, non, je suis d'accord, un principe d'égalité. Et s'il y avait plus de responsabilités à prendre si on écrivait sur le numérique, qu'est-ce que ça engendre en termes de responsabilité si un mineur devient directeur de publication et que c'est inscrit dans la loi et pas dans un contexte privilégié comme l'établissement scolaire? Et ce genre de questions nous a poussé à nous dire, il faut impérativement qu'on demande à des experts, et puis des experts juridiques, d'où cette première table ronde. Et d'ailleurs, nous avons Monsieur Matatia pour nous parler de la publication lycéenne et notamment la publication électronique. Ensuite, nous avons Monsieur Prigent, avocat à l'association Reporters sans frontières, qui va nous parler plus précisément de la liberté d'expression, des délits de presse. C'est à ce moment-là où on va un petit peu paniquer, enfin j'espère pas trop. Et puis, nous allons avoir Monsieur Ronget qui va nous parler aussi de la responsabilité parentale et puis surtout expliquer que finalement, demander l'abaissement de l'âge de publication, c'est pas non plus une idée révolutionnaire parce que d'autres ont pensé que peut-être les jeunes étaient capables, en fonction de leur degré de maturité, de prendre des responsabilités bien plus tôt. Sur ce, j'ai fait ma plus longue intervention parce que c'est pas vraiment moi que vous êtes venu écouter. Je passe le micro à Monsieur Matatia et je vous souhaite une bonne table ronde. Merci. Oui, bonjour à tous. Donc Fabrice Matatia, je suis expert au ministère de l'Éducation nationale, à la direction du numérique pour l'éducation. Donc nous, notre travail quotidien, c'est justement en même temps que les jeunes sont de plus en plus dotés de ces outils numériques, aussi bien dans les établissements que chez eux, à la fois de leur apprendre à s'en servir pour le cursus scolaire, mais aussi de leur donner les bonnes pratiques en dehors du cursus scolaire et de leur faire une éducation numérique au sens large. Donc ça rentre parfaitement dans les missions que le ministère s'est données et sur lesquelles il s'est engagé ces dernières années. Donc là, sur la question du droit de publication des jeunes, en fait je partirais sur un des principes fondamentaux qu'on a en droit français, qui est que la liberté d'expression n'est pas absolue. Ça procède depuis la Déclaration des droits de l'homme de 1789, où il est écrit que tout citoyen peut écrire, imprimer librement, dans les limites fixées par la loi.
Et donc là, on est dans une situation très différente de la situation américaine, où vous savez que le premier amendement à la Constitution donne une liberté d'expression absolue aux citoyens américains. Du coup, il n'existe pas tout ce que nous verrons comme délit de presse. Du coup, c'est un concept totalement inconnu là-bas. En revanche, en France, cette liberté est encadrée. Et cet encadrement, le fait que la liberté ne soit pas absolue, est en France un principe fondateur depuis la Révolution. Donc du coup, si on peut passer à la suivante, s'il vous plaît. Donc du coup, en France, tout ce qui est publication relève de la loi sur la presse, c'est-à-dire la loi de 1881, la loi du 29 juillet 1881, qui évidemment a été beaucoup remaniée depuis, ne serait-ce que pour prendre en compte justement les publications électroniques. Donc elle s'applique à toute publication. Elle ne s'applique pas qu'à la presse au sens professionnel du terme, c'est-à-dire qu'il faut pas, ça ne veut pas dire qu'il faut être journaliste pour en relever, mais ça veut dire que dès que l'on publie quelque chose, en revanche, on en relève. Alors bon, on va pas tout lire, surtout que ça doit pas être très lisible pour vous. Donc cette loi détaille un certain nombre de délits de presse qui seront exposés plus tard. Elle donne aussi un certain nombre d'obligations, toujours dans l'idée que je disais au début, c'est-à-dire que la liberté n'est pas absolue, la loi va en fixer des limites, justement la loi la voici, et donc cette liberté, la liberté implique des responsabilités. Il faut être responsable de ce que l'on fait, il faut répondre de ses actes, il n'y a pas de principe d'irresponsabilité au nom d'une liberté qui serait absolue, et donc du coup pour répondre de ses actes, dans le cadre d'une publication, la loi prévoit du coup qu'il doit y avoir un directeur de la publication. Et la raison d'être de ce directeur de la publication, c'est d'avoir quelqu'un qui est responsable de ce qui est publié, mais vraiment responsable du coup au sens de c'est lui qui en endosse la responsabilité, et c'est lui qui va répondre des conséquences si jamais ça pose des problèmes. Alors, bon, il y a un alinéa là sur l'immunité parlementaire, c'est le cas où le directeur de la publication serait un parlementaire. Bon, ça n'a pas d'intérêt dans notre cas, mais directement, parce que je pense pas qu'il y ait des jeunes, des lycéens qui soient des parlementaires. Mais en revanche, ça a de l'intérêt justement pour montrer que on veut vraiment qu'il y ait un responsable, et que si jamais cette personne, de par son statut d'immunité, n'est pas responsable, du coup, la loi prévoit qu'il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc si un député est directeur de la publication, la loi prévoit qu'il doit trouver un co-directeur, parce qu'on doit avoir une personne que l'on puisse attraper. Et donc le député ou le sénateur étant inattrapable, il faut trouver quelqu'un d'autre. Donc ça montre bien ce principe, on doit toujours avoir quelqu'un qui va répondre des conséquences de la publication. Alors là, c'est le sujet du jour, c'est-à-dire que la loi prévoit du coup que ce directeur doit être majeur. Donc là, bon voilà, ça c'est le sujet du jour. Et il doit avoir la jouissance de ses droits civils, n'être privé d'aucun droit civique par aucune condamnation judiciaire. Donc l'idée est bien là, il faut qu'il y ait quelqu'un pleinement responsable et pleinement capable de répondre du coup de tout ce qui pourrait clocher dans la publication. S'il vous plaît. Alors, donc du coup, la responsabilité, c'est évidemment la responsabilité devant un tribunal. Ça peut être aussi des responsabilités comme l'obligation de rectification. Donc du coup, d'avoir des obligations. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire que dès que quelqu'un est cité dans une publication, il a un droit de réponse et le directeur de la publication a l'obligation d'insérer ce droit de réponse. Bon, évidemment, c'est encadré par la loi, il y a du formalisme, il y a des conditions, mais voilà, ça veut dire que ce responsable, il sert aussi à être l'interlocuteur et du coup à devoir faire certaines choses. Donc ce directeur de la publication, du coup, il endosse la responsabilité de la publication, de tout ce qui est dedans. Et ça veut dire, dans le cas d'un journal où vous avez un directeur de la publication et plein de rédacteurs, que c'est bien le directeur de la publication qui est, aux yeux de la loi, le seul considéré comme le seul auteur des éventuels délits qui seront contenus dans la publication. Les différents journalistes qui sont dedans et qui vont signer les articles ne viendront qu'en second rang. Ils seront considérés comme complices, mais l'auteur principal, ce sera le directeur de la publication. Pour parler dans le numérique, on a un cas. Alors ça concerne pas des jeunes, ça concerne en revanche des parlementaires d'ailleurs. On a le cas de la maire d'une ville qui a le blog municipal de la ville, sur laquelle, donc elle est directrice de la publication du blog municipal, sur laquelle elle publie
une lettre du sénateur de la ville qui diffame un opposant. Donc l'opposant porte plainte, diffamation, en effet, il obtient gain de cause. Et donc du coup, c'est bien, même si la lettre est parfaitement, l'auteur de la lettre est parfaitement identifié, c'est une lettre signée par quelqu'un qui a signé le sénateur de la ville. Mais c'est donc bien la maire de la ville qui a publié ça sur son blog, qui a été condamnée pour diffamation. Et l'auteur de la lettre, en tant que sénateur, d'ailleurs, il pouvait pas, du coup, il aurait jamais pu être directeur de la publication, mais du coup, il a été considéré comme complice seulement. Donc ça montre bien que ce directeur de la publication, il endosse les bêtises faites par les autres. Donc c'est une responsabilité à laquelle il faut penser. Si jamais justement on veut abaisser l'âge du directeur de publication, ben, est-ce qu'il doit être prêt du coup, si c'est un journal de lycéens, il doit être prêt à endosser les bêtises de ses camarades. Alors, parmi les bêtises possibles dans un journal, il y a toute la flopée des délits de presse, donc tout ce qui va être provocation à la haine, à la violence, à la discrimination, l'apologie de crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Bon, alors les peines prévues peuvent être très lourdes, ça va jusqu'à 5 ans de prison, 45 000 € d'amende. On verra que dans les faits, c'est pas vraiment appliqué jusqu'au maximum. On compte également la contestation de crimes contre l'humanité et puis l'injure et la diffamation. Alors ça, c'est pour toute publication en général. Donc ça peut être donc du coup un journal, ça peut être un blog, ça peut être une page Facebook, ça peut être n'importe quoi qui est rendu public. Alors si justement on entre dans le cas des publications électroniques, alors une publication électronique, la question c'est qu'est-ce que c'est qu'une publication électronique? Est-ce qu'un mail est une publication électronique? Est-ce que une télévision sur Internet est une publication électronique? Donc il y a tout un problème déjà de catégoriser et d'arriver à caractériser ce que l'on va entendre par là. Alors on va dire qu'un mail, si c'est dans un groupe fermé de personnes, c'est un échange privé. Donc dans un échange privé, il n'y a pas de délit de presse possible, puisque justement, par définition même, ce qui est privé n'est pas public. Donc les mails ne sont pas là-dedans. Inversement, tout ce qui est télévision, service de télévision en ligne, ça va relever plutôt, c'est considéré comme de l'audiovisuel. Nous, on va plutôt se tourner sur ce qui est publication électronique. Donc, ça veut dire qu'on communique au public sur un support électronique, des signes, des signaux, des écrits, enfin, toutes sortes de messages, quelle que soit la forme qu'ils prennent, mais qui ne vont pas avoir le caractère d'une correspondance privée. Et donc là aussi, de nouveau, la loi prévoit qu'il faut un directeur de la publication. De nouveau, il doit être majeur. Et si jamais la publication est faite par une personne morale, bah évidemment, naturellement, ça va être le directeur, le président, enfin le dirigeant de la personne morale qui va endosser ce rôle. Donc là, et de nouveau, la loi prévoit que c'est ce directeur qui endosse bien la responsabilité de toutes les bêtises qui pourront être publiées sur ce support, et donc ce sera lui l'auteur principal en cas de poursuite judiciaire. Alors il y a un principe de cascade, c'est-à-dire que si jamais on trouve pas le directeur, dans ce cas-là, l'auteur quand même viendra en deuxième rang pour répondre de ses actes. Et puis, alors, justement, ce qu'apporte de nouveau le numérique par rapport au papier. En papier, vous aviez une rédaction, donc ça veut dire que le directeur de la publication pouvait exercer un contrôle sur ce qu'il publiait. Normalement, avant d'imprimer, il devait quand même valider tout ce qu'il y avait. Et c'était ça qui justifiait vraiment sa responsabilité, parce que normalement, il avait donc tout validé et tout accepté. Tandis qu'en électronique, c'est pas pareil. Vous avez des blogs avec des espaces de commentaires, des tas d'internautes peuvent écrire des choses, et on est bien conscient que le directeur de la publication ne va pas valider chaque commentaire de chaque internaute. Donc on voit que la machine n'est plus aussi bien surveillée. Alors là, du coup, la loi en tient compte. Le responsable de publication n'est pas responsable de tous les commentaires de tous les internautes, justement. Ce que la loi prévoit, c'est que si jamais certains commentaires sortent des clous et contiennent du coup des diffamations, des injures, etc., le responsable de la publication, le directeur de la publication n'en est pas responsable. En revanche, quand on lui signale que ces commentaires sortent des clous, là, il doit les retirer promptement.
Donc sa responsabilité, c'est de réaction, une responsabilité de réagir et de faire le ménage quand on lui signale qu'il y a un problème. Alors, là, on peut... Donc la question, c'est que quand un contenu est un peu litigieux, qu'est-ce qu'il doit faire? Donc là, on a des prises de position du Conseil constitutionnel qui dit que sa responsabilité est engagée quand le contenu est manifestement illicite. Donc là, s'il n'y a aucune hésitation à voir que c'est du contenu illicite, il doit retirer. Par contre, si le contenu est un peu limite, ben là, dans ce cas-là, ça peut éventuellement justifier qu'il va falloir savoir, éventuellement aller devant un juge, savoir s'il faut le retirer ou pas. C'est moins... Du coup, sa responsabilité sera moins engagée. Suivant. Alors... Oui, alors là, c'est l'article de la loi sur la confiance pour l'économie numérique, qui donne bien ce principe de manière très large pour tout ce qui est qualifié d'hébergeur, donc tous les services qui permettent de publier des contenus en ligne. Pour tous ces contenus, leur responsabilité n'est pas une responsabilité de surveillance préalable, mais c'est une responsabilité de retirer les contenus dès qu'on leur signale qu'ils posent problème. Voilà, là c'est écrit en toutes lettres, les hébergeurs sur Internet ne sont pas soumis à une obligation générale de surveillance préalable. Ça pose quand même une question d'ailleurs lorsque on propose un service où il y a des espaces où les internautes peuvent déposer des commentaires, c'est la question de la modération. Est-ce qu'un blog doit être modéré ou pas? Et du coup, est-ce qu'on prend plus ou moins de responsabilité en modérant ou pas son blog? Et en fait, là il y a un piège. Le piège, c'est que si vous ne modérez pas votre blog, donc vous laissez les internautes publier n'importe quoi, du coup, la loi prévoit bien que vous n'êtes pas responsable de ce qui a été écrit, et vous attendez qu'on vous signale qu'il y ait des choses qui posent problème, et là, vous les retirerez. Donc, vous êtes confortable, vous n'avez qu'à attendre qu'on vous signale les problèmes. Par contre, si vous modérez votre blog, ça veut dire que vous visez chaque message. Alors là, par contre, si vous en laissez passer un qui pose problème, vous devenez le responsable, parce que vous l'avez modéré et vous l'avez accepté, vous l'avez validé. Donc plus vous modérez votre blog, plus vous êtes responsable aux yeux de la loi. C'est une position qui est un peu paradoxale. Plus vous faites d'efforts, plus vous prenez de risques. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres obligations qui sont posées par la loi pour les différents services qui permettent la publication de contenu. Par exemple, le fait de détenir et conserver les données de connexion aux fins d'enquête ultérieure, si jamais justement il y a un contenu qui pose problème, si jamais la justice veut faire une enquête dessus, il faut qu'il y ait des données de savoir qui a créé ce contenu. Parce que justement, les commentaires ne sont pas signés toujours avec le nom de l'auteur. Donc il faut pouvoir récupérer l'adresse IP, les données de connexion. Donc il y a une obligation là de conservation. Donc c'est toujours dans la liste des obligations qui s'imposent aux différents responsables. Et là pareil, si on veut donner aux jeunes plus de responsabilités, est-ce qu'on va aller jusqu'à leur donner aussi des responsabilités techniques de devoir conserver des informations sur tous les gens qui ont contribué à leurs médias de publication? Aux yeux de la loi, si on leur donne toutes les possibilités, il va falloir leur donner tous les devoirs qui vont avec. Alors, justement, concernant les mineurs, je pense que les orateurs suivants vont plus exposer ce point. Donc, en effet, la responsabilité civile et pénale d'un mineur n'est pas la même que celle d'un adulte. Il y a des atténuations. De manière générale, en matière civile, ce sont les parents qui sont responsables civilement des fautes de leur enfant mineur. Et donc, ça veut dire que les parents vont devoir accepter d'endosser toutes les conséquences éventuelles, au point de vue civil. Et donc, en matière pénale, comme on l'a dit, ils ont le droit d'aller en prison, mais de manière atténuée. Donc là aussi, dans le principe d'équilibre entre les droits, les devoirs et les responsabilités, donc si on abaisse l'âge de publication, il faut voir comment est-ce que donc si un mineur a plus de droits et peut prendre plus de responsabilités qu'actuellement, il faut voir en termes de répondants, qu'est-ce qu'il va avoir comme plus de risques et plus de responsabilités derrière. Est-ce que c'est lui ou est-ce que c'est ses parents qui vont prendre plus de risques? C'est une question à examiner. Ensuite. Et donc, pour terminer, justement, là, le fameux décret donc, de 85 qui dit que les lycéens peuvent publier librement dans les établissements.
Justement, parce que l'établissement, du coup, est considéré comme un lieu privé, donc c'est pas public, donc c'est pas une publication. Donc du coup, on ne relève pas de tout le droit que je viens d'exposer. Et donc là, c'est un sujet que l'on va pouvoir creuser, c'est-à-dire est-ce que justement l'établissement est-il vraiment un lieu privé ou public? Et donc, enfin le principe en pratique, c'est que on laisse les lycéens publier, enfin ouais, mauvais mot, on laisse les lycéens diffuser des publications dans l'établissement parce que justement ça n'en sort pas. Donc c'est pas considéré comme public, et donc du coup il y a cette dérogation, cette situation actuelle dérogatoire où dans l'enceinte de l'établissement ils peuvent diffuser des écrits, mais ils ne le peuvent pas à l'extérieur. Alors ça permet du coup aux responsables d'établissement d'avoir un certain contrôle et justement d'arrêter la diffusion si jamais ils estiment qu'il y a un problème, et du coup on peut se dire que le dommage aura été limité puisque ça n'est pas sorti dans le grand public. Ça pose la question justement de savoir est-ce que, donc là on reste en papier, est-ce que ça a encore un sens dans le numérique, ou si les élèves décident de créer la page Facebook de la classe de Terminal 3 de tel ou tel lycée, là cette page Facebook, est-ce qu'elle va rester dans l'établissement ou pas, et du coup quel va être son statut? Donc là on voit qu'on n'est pas très adapté à l'ère du numérique, ça va poser des nouvelles questions. Donc toute la question est de savoir, donc est-ce que cette circulaire continue à être suffisante et à bien correspondre à la situation aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut changer cette circulaire-là, ou alors est-ce qu'il faut changer la loi? Ça, ce sont les questions qui sont ouvertes. Je pense qu'on va pouvoir les traiter ce matin. Merci. Merci. Du coup, comme vous le disiez, Marion, on va faire d'abord intervenir tous les experts et ensuite on aura un espace de questions. Donc si vous avez des questions pendant l'intervention de M. Matatia, vous notez et on va les récupérer et on vous les recommuniquera après pendant les moments de questions. Bonjour, donc je vais intervenir immédiatement après. Je suis avocat, notamment l'avocat de Reporters sans frontières, et j'interviens principalement sur les délits de presse et le droit de la presse de manière plus générale. Alors, je vais vous parler du moment où 4 lycéens qui montent leur journal choisissent à la courte paille lequel des 4 sera le directeur de la publication, parce qu'il faut bien en désigner un, et quelle responsabilité propre il encourt par rapport à ses 3 amis qui auront la chance d'avoir eu la paille plus courte ou plus longue, ça dépend des règles que vous prendrez, par rapport au directeur de la publication. C'est pas un choix qui est anodin, parce qu'un directeur de la publication encourt 3 types de responsabilités. D'abord, une responsabilité légale de plein droit. Parce qu'il est désigné directeur de la publication, il aura une responsabilité propre. Premier élément. Deuxième élément, comme c'est la personne qui prend la décision de rendre public ou non un écrit ou un propos, il encourt une responsabilité pénale de plein droit. L'acte de publier quelque chose engendre un système de responsabilité derrière. Et troisièmement, toujours parce que c'est lui qui prend la décision de publier, il encourt une responsabilité civile, c'est-à-dire qu'il devra répondre, avec l'articulation avec les parents, il devra répondre des conséquences financières de ses actes. Et à chaque fois, on a un système de responsabilité et un système juridique propre. Responsabilité légale de plein droit du directeur de la publication, c'est le système des délits de presse et du droit de la presse. Responsabilité pénale du fait de publier, c'est toutes les infractions accessoires au droit de la presse, qui seront les apologies, l'atteinte à la vie privée, etc. Et responsabilité civile, c'est sa participation à un acte qui cause un préjudice à un tiers. Ça va être la présomption d'innocence, le droit des marques, le dénigrement, etc. Et à chaque fois avec un système juridique particulier. Voici les 3 systèmes, je vais les présenter très rapidement, puis à chaque fois avec les infractions propres. D'abord, les délits de presse. En matière de délit de presse, en 1881, l'objectif premier de la loi était de permettre aux lecteurs et aux victimes d'infractions de presse d'avoir dans un journal, dans un écrit périodique, une personne physique responsable. Le grand jeu jusqu'en 1881, au début de la Troisième République, c'était de nommer comme directeur de la société éditrice une personne physique qui bénéficiait d'immunité parlementaire.
de manière à ce que la personne physique ne soit jamais poursuivie. La société éditrice vaguement responsable des dommages, mais on pouvait éviter comme ça les tribunaux. Et le but du jeu de la loi est donc de trouver un système qui permette systématiquement de trouver une personne physique qui réponde des actes de la publication. C'est pour ça qu'on a un système qui est propre au délit de presse de responsabilité pénale. En 1, la personne victime d'un délit de presse doit poursuivre le directeur de la publication, c'est-à-dire la personne désignée comme telle dans la publication, dans l'ours, ou, s'il n'est pas désigné, le gérant de la société éditrice ou le président de la société éditrice. Si cette personne n'existe pas, n'est pas désignée, c'est une société de fait, etc., ce sera l'auteur des écrits, puis après l'imprimeur du journal, et enfin le distributeur du journal, si jamais on n'a pas trouvé les trois premières personnes. Le directeur de la publication, quand il existe, doit toujours être poursuivi. Je ne peux pas poursuivre l'auteur d'un article diffamatoire sans poursuivre également le directeur de la publication. Je suis diffamé dans l'Express, je ne peux pas poursuivre le journaliste qui m'a diffamé si je ne poursuis pas le directeur de la publication. C'est-à-dire que le directeur de la publication encourt systématiquement la responsabilité de tous les propos qui sont diffusés, sauf lorsqu'il n'a pas la maîtrise des propos. Ce sera par exemple à la télévision quand ce sera des propos qui sont tenus en direct. Il n'a pas la maîtrise des propos, donc il n'est pas responsable. Ou ce sera dans les blogs, etc., sur les commentaires non modérés sur les sites internet. Mais dès qu'il a la maîtrise du contenu, il est responsable, il sera systématiquement poursuivi, sinon l'action n'est pas recevable. Premier élément. Deuxième élément, le directeur de la publication bénéficie de droits propres pour assurer sa défense et la défense du journal dans lequel il est directeur de la publication. C'est le directeur de la publication qui peut exercer ce qu'on appelle l'exception de vérité des faits, c'est-à-dire lorsqu'on est poursuivi en diffamation, on peut s'exonérer de sa responsabilité si on arrive à prouver la véracité des propos. J'accuse Monsieur X d'avoir détourné des fonds. C'est diffamatoire parce que ça porte atteinte à l'honneur et à la considération de Monsieur X. En revanche, je ne suis pas condamné pour diffamation si j'arrive à apporter la preuve complète qu'effectivement, il a détourné des fonds. La seule personne qui est recevable à apporter cette preuve en justice, c'est le directeur de la publication. Alors c'est un aspect concret, c'est-à-dire que quand il y a une enquête et quand il y a des accusations qui sont proférées graves dans un journal, toutes les preuves doivent remonter préalablement au directeur de la publication, qui se doit de les vérifier avant de publier le papier. Il ne peut pas dire, le journaliste ne peut pas se contenter de dire « c'est bon, on m'a dit que, j'ai les preuves, si jamais on a un souci, je vous montrerai les preuves ». Non, c'est préalablement à la décision de publier, le directeur de la publication doit disposer pleinement des preuves, des propos qui sont dans la publication. Donc on a une responsabilité en cascade pour les délits de presse, qui sont l'injure principalement et la diffamation. La diffamation, l'imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur et à la considération, sur laquelle on peut se défendre soit en apportant la véracité des propos, comme je l'ai dit, soit c'est un autre moyen de défense en apportant ce qu'on appelle la bonne foi, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à apporter la preuve absolue de la véracité des propos, mais on arrive à prouver qu'on a fait une enquête sérieuse, dépourvue d'animosité dans les propos, et mesuré dans l'expression. Voilà. La preuve de la vérité des faits est très très rarement acceptée par les tribunaux. En 10 ans de pratique, j'ai dû la voir 1 ou 2 fois seulement. D'abord parce que les personnes qui poursuivent, en général, essaient si les propos sont vrais ou faux, et donc s'ils sont vrais, il ne poursuit pas. Il ne faut pas prendre le risque d'avoir une preuve de la vérité des faits qui est faite. Donc on va poursuivre que les propos qu'on sait non avérés. Et deuxièmement, le juge est vraiment très sévère sur la preuve qui doit être apportée. Elle doit être complète, absolument complète par rapport aux propos qui sont visés. Et surtout, elle doit être apportée en tout début de procédure, c'est-à-dire dans les 10 jours qui suivent l'assignation ou la citation devant le juge. C'est très bref,
mais ça a un objectif précis, ça vise à obliger le directeur de la publication à réunir les preuves avant même de publier. Voilà, il ne peut pas faire son enquête après, dans le délai de 10 jours, il n'aura pas le temps, c'est pour s'assurer qu'il fait l'enquête avant la décision de publier et non pas après, en rattrapant le temps perdu. Donc la diffamation de système de défense. Deuxième délit de presse important, l'injure, c'est l'invective, le propos outrageant, etc., qui se distingue de la diffamation parce qu'il n'y a pas l'imputation d'un fait précis. Je traite quelqu'un d'imbécile, il n'y a pas l'imputation d'un fait précis, ce sera de l'injure. Je vise un fait précis, ce sera la diffamation, avec des zones grises où c'est toujours très difficile de savoir si c'est l'injure ou la diffamation. Par exemple, j'accuse quelqu'un, j'impute à quelqu'un d'avoir participé à une manifestation de néo-nazis. C'est un fait précis, c'est participer à une manifestation de néo-nazis, c'est de la diffamation. Je traite quelqu'un de néo-nazi, c'est l'imputation d'une opinion, ce sera de l'injure. Voilà. Donc là, l'exemple peut être simple, mais parfois, c'est très compliqué et ça aboutit à beaucoup de relax dans la mesure où il est parfois difficile d'articuler les faits suffisamment précisément pour savoir si c'est de l'injure ou de la diffamation. Voici pour les principaux délits de presse. Ensuite, nous avons les délits de droit commun sur lesquels le directeur de la publication engage sa responsabilité non pas parce qu'il a été désigné comme directeur de la publication par la loi, mais, enfin, dans le journal par la loi, mais parce qu'il prend matériellement la décision de rendre publics les propos. Ce sera le responsable d'un site internet qui diffuse un mail qu'il a reçu. Ce sera la personne qui affiche le journal dans la rue. Ou ce sera le directeur de la publication d'une manière générale, mais pour des actes qui ne relèvent pas de la loi sur la presse, pour une responsabilité pénale de droit commun. Alors, il y a plein d'exemples de responsabilité pénale de droit commun. Ce sera tous les crimes d'apologie ou d'incitation à la haine, où là, les peines sont très lourdes. 5 ans quand c'est par voie de papier, ça monte à 7 ans pour les apologies de terrorisme quand c'est de manière électronique. On a quelques exemples depuis l'année dernière de condamnation à des peines de prison pour apologie de terrorisme, notamment avec les exemples des drapeaux de l'État islamique. Donc c'est des peines très lourdes, et même si le directeur de la publication n'a pas fait personnellement l'apologie, s'il prend la décision de publier des propos qui contiennent cette apologie sans prendre des mesures de prudence, sans contextualiser les propos, c'est-à-dire sans s'en écarter sur le fond, il sera auteur de l'apologie parce que l'élément constitutif premier des délits d'apologie ou d'incitation à la haine, etc., c'est le fait de rendre public. Ce n'est pas le fait de penser quelque chose, c'est le fait de rendre public l'apologie. On a également d'autres exemples de délits dont sera responsable le directeur de la publication. C'est toutes les interdictions de publication d'images, les images qui portent atteinte à la dignité des victimes d'infractions de terrorisme. C'est l'exemple classique de la photo de Paris Match dans le métro Saint-Michel. Les interdictions de diffuser les images de personnes menottées lorsqu'elles portent atteinte à la présomption d'innocence, etc., etc. Alors des délits plus exotiques qui sont moins souvent poursuivis, délits de fausses nouvelles, etc., etc. Voilà. Troisième type de responsabilité, c'est des responsabilités qui seront des responsabilités civiles, c'est-à-dire où le directeur de la publication sera responsable des conséquences financières dommageables de la publication. Là, on a tout le contentieux applicable au respect de la vie privée. Le respect de la vie privée n'est pas une infraction pénale en tant que telle, c'est une responsabilité civile. Il y a une chambre entière qui est spécialisée au tribunal de grande instance de Nanterre, qui passe sa journée à juger des affaires de Voici, Paris Match, etc., pour les atteintes à la vie privée, etc. Les conséquences sont uniquement financières, mais elles peuvent être très lourdes. Ça peut aller jusqu'à, pour les plus grosses condamnations, jusqu'à 1 million d'euros pour des personnes qui refusent systématiquement toute publication dans les journaux et qui se voient un élément important de la vie privée qui se voit révélé dans les journaux.
Donc pas de condamnation pénale, mais condamnation financière qui peuvent être très lourdes et pour lesquelles le directeur de la publication sera également responsable. Donc trois types de délits de presse, trois types de responsabilités. Responsabilité civile de droit commun. Dernière chose sur la responsabilité civile de droit commun, il est également, le directeur de la publication sera également responsable civilement de toutes les autres infractions commises dans le journal, solidairement avec les autres auteurs. Je pense aux actes de dénigrement qui seraient commis dans le journal, par exemple un article qui dirait que tel restaurant n'est vraiment pas bon, qu'on tombe malade, etc. Aux actes de contrefaçon, la publication d'une photographie qui porterait atteinte au droit d'auteur du photographe et pour lequel on n'aurait pas demandé l'autorisation, etc. Donc les sources de responsabilité du directeur de la publication sont évidemment très importantes et donc celui qui perd à la courte paille engage plus sa responsabilité que ses petits camarades. Alors je vais nuancer tout ce que j'ai dit dans la mesure où il faut être bien clair que l'objectif du législateur en forçant la désignation d'un directeur de la publication n'était pas de faire peser tout le poids du monde sur une seule personne, mais de permettre aux victimes d'infractions de presse de trouver un coupable. Si bien que même si on n'est pas directeur de la publication, les autres intervenants dans le processus de la publication encourent quasiment les mêmes risques. Et en définitive, le fait de dire oh, il faut que ce soit une personne majeure parce que les mineurs, comme ça, n'encourent aucun risque de responsabilité est totalement faux. Je pense que le dernier intervenant vous expliquera mieux que moi, mais un journaliste qui n'est pas directeur de la publication peut être poursuivi et encourt les mêmes peines en sa qualité de complice. Il ne prend pas la décision de publier un article, mais il participe à la commission du délit par la fourniture de moyens, à savoir l'article, les propos litigieux. Il peut être également poursuivi civilement comme ayant participé à la commission des propos et donc répondra également civilement des conséquences dommageables de ces actes. Il y a finalement assez peu d'exemples où le directeur de la publication supporte seul et exclusivement le risque d'une condamnation. En gros, à chaque fois, la victime peut rechercher la responsabilité de toutes les personnes physiques qui participent directement ou indirectement à la commission de l'acte délictuel. Si bien que les autres journalistes ou les autres participants à un journal lycéen qui ne seraient pas directeurs de la publication encourent malgré tout les mêmes risques juridiques et les mêmes risques contentieux que le directeur de la publication. Donc dire il faut protéger les élèves, il faut protéger les mineurs en refusant qu'ils soient désignés directeurs de la publication est un faux argument. Non, juridiquement, ils encourront les mêmes risques et je terminerai là-dessus, ils encourent davantage de risques lorsqu'ils commentent un statut sur Internet, ils n'ont pas forcément la conscience de la gravité de ce qu'ils vont dire et de l'audience qu'ils vont avoir, que dans le cadre d'un journal lycéen structuré avec une histoire, avec des amis sur lesquels ils vont discuter de chacun des articles et sur lesquels ils vont prendre soit individuellement, soit collectivement de la décision du bon à tirer. C'est-à-dire, je mets dans le journal, je ne le mets pas, je diffuse, je ne diffuse pas. Donc, l'argument d'une protection du mineur par rapport à un directeur d'application, à mon sens, ne tient pas. Il faut trouver une autre explication pour refuser aux mineurs le fait d'être désigné directeur de la publication. Oui, il y a un élément que j'ai omis. J'ai parlé uniquement des sanctions des délits de presse qui interviennent postérieurement à la publication. Il arrive exceptionnellement lorsque la victime,
la potentielle victime sait à l'avance qu'un délit de presse sera commis, par exemple la publication d'un livre qui portera atteinte à la vie privée, etc., où il peut demander à l'avance des mesures propres à empêcher la commission du délit, en gros la saisie du livre de manière à éviter sa publication. On a des exemples en vie privée avec des mesures d'urgence, de référé, qui visaient à interdire, avant toute publication, la mise en presse d'un livre. On a un exemple Alain Delon, on a d'autres exemples avec le livre sur... je ne me souviens plus d'ailleurs si c'était avant ou après, sur le docteur de Mitterrand. C'était intervenu avant. Oui. C'était une saisie avant. C'était une violation du secret médical. Oui, c'est une violation du secret médical, mais c'était également une saisie qui était intervenue avant toute publication. Donc il y a des mesures également d'urgence qui permettent la saisie des ouvrages avant la publication et donc avant la commission d'infraction. Alors, il n'y a pas de responsabilité pénale en tant que telle, mais il y a évidemment des conséquences en matière de diffusion des propos et d'atteinte à la liberté d'expression. Oui, c'est pour ça que je demandais qu'on ajoute, parce que pour moi c'est un élément essentiel, parce que le principe de la liberté de presse, justement, c'est qu'il ne peut pas y avoir d'autorisation préalable. Et ça a été discuté, et je crois même qu'au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, ces possibilités de référé, il faut préciser, souvent la procédure en référé d'urgence ne permet pas un débat contradictoire même. Donc là, le juge décide sur requête qu'on appelle requête unilatérale. Et ça a quand même été discuté parce que c'est de nouveau, c'est une forme de rétablissement de la censure préalable. Et c'est pour ça que le droit, la liberté de presse constitue un droit fondamental qui est garanti notamment par une disposition constitutionnelle. L'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme ». Il faut insister, les plus précieux de l'homme, ça veut dire que c'est un droit fondamental qui parfois se met dans la hiérarchie des normes au-dessus d'autres droits. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre à l'abus de cette liberté dans les cadres déterminés par la loi. Concernant les enfants, la Convention internationale des droits de l'enfant, donc Convention de New York de 1989, ratifiée par la France en 1990, prévoit que l'ancien article 12, la garantie à l'enfant doué de discernement d'exprimer librement son opinion sur toute question l'intéressant. Son article 13, l'enfant a droit, et c'est bien clair, a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté de rechercher, de recevoir, de répandre des informations et des idées de toute espèce, sans considération de frontières, sous une forme orale, écrite, imprimée ou artistique, ou par tout autre moyen au choix de l'enfant. L'exercice de ce droit ne peut faire l'objet que des seules restrictions qui sont prescrites par la loi et qui sont nécessaires. Les conditions restrictives sont importantes à retenir. C'est le respect des droits et de la réputation d'autrui ou la sauvegarde de la sécurité nationale, de l'ordre public, de la santé ou de la moralité publique. Ces notions d'ordre public et de moralité publique, évidemment, varient d'un État à l'autre, étant donné que cette convention a quand même été signée par tous les États membres de l'ONU, sauf les États-Unis. Donc vous imaginez bien que cette notion est interprétée différemment en Iran qu'en France, prétendue patrie des droits de l'homme, mais ça constitue quand même un support sur ce que nous prétendons pouvoir obtenir, c'est la liberté de presse, la liberté d'éditer pour des enfants. Donc toute personne en dessous de 18 ans, j'y reviendrai. Bon, pareil,
La Convention européenne des droits de l'homme reproduit à peu près le même genre de dispositions. Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion, la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir une ingérence d'autorité publique et sans considération de frontières. Donc l'ingérence, souvenez-vous, c'est question de préalable dont je parlais il y a 2 minutes. Donc, selon la Cour européenne des droits de l'homme, il ne peut pas y avoir d'ingérence préalable à l'exercice de la liberté de presse. Le présent article n'empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma, de télévision à un régime d'autorisation. Bon, ça. Le paragraphe suivant parle évidemment des restrictions à l'exercice de ces libertés qui sont de nouveau celles relatives à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre, à la prévention du crime, la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire. Bon, ça... j'ai quelques histoires à l'égard de cette... mais je ne vais pas les développer ici. Et aussi, cette liberté de presse est aussi garantie par le pacte international relatif aux droits civils et politiques qui présente à peu près les mêmes restrictions. Donc il ne s'agit pas de restrictions à l'égard des personnes, il s'agit de restrictions à l'égard de certains actes qui pouvaient être commis dans l'exercice de la liberté de presse. Donc ce qui veut dire que les normes que je viens de vous citer, que ce soit la norme constitutionnelle, l'article 11 de la Déclaration de 1789, ou les conventions internationales, elles sont ce qu'on appelle directement applicables. Elles ont un effet direct en droit français et dans la hiérarchie des normes, elles sont supérieures aux normes légales, voire même aux normes constitutionnelles. C'est ainsi que notre système juridique est établi. Et très fréquemment, d'ailleurs, la Cour de cassation a eu l'occasion de dire l'interprétation de tel article de loi ou ce bout de phrase de tel article de loi est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme et, plus exceptionnellement, est contraire à la Convention des droits de l'enfant, donc je le rends inapplicable. Et c'est très important quand on lit évidemment la loi du 29 juillet 1881 relative à la presse. Les articles 1er et 2 sont assez clairs là-dessus. 1 et 5, l'imprimerie et la librairie sont libres. Tout journal ou écrit périodique peut être publié sans autorisation préalable, sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite à l'article 7, et là, aïe, on tombe sur ce que M. Matata expliquait tout à l'heure, l'article 6 qui oblige toute publication à avoir un directeur de publication majeur, et l'article 7 qui exige un dépôt préalable, et je vais le reprendre, un dépôt préalable au parquet et où figure le titre du journal, son mode de publication et le nom et la demeure du directeur de la publication. Comique parce que d'une part au-dessus on exige qu'il soit majeur et en dessous on n'exige pas qu'on indique sa date de naissance. Mais je suppose qu'il faudrait que je tombe dans les archives de ma revue pour voir si je n'ai pas dû quand même indiquer ma date de naissance sur le formulaire annonçant au parquet que j'étais le directeur de publication. Donc il y a bien entendu cette dérogation existant pour les lycées avec cette circulaire qui prévoit que la presse lycéenne à l'intérieur des établissements peut faire le choix, soit de respecter la loi de 1881, donc à ce moment-là il faut un directeur de publication majeur, soit
d'avoir cette dérogation d'avoir un directeur de publication mineur pour autant qu'il dispose de l'autorisation parentale. Considérant que, étant donné que c'est diffusé à l'intérieur d'un lieu considéré comme privé, qui est le lycée, donc il faut savoir quel lieu. Hein, on en discutait tout à l'heure, la cour de récréation n'est pas considérée comme un lieu privé, mais la salle de classe et la cantine bien. Là, comme c'est diffusé dans un lieu privé, ce n'est pas une diffusion publique, donc la loi de 1881 ne verrait pas à s'appliquer pour cette diffusion de cette presse. D'ailleurs, je vais reprendre d'ailleurs les dispositions relatives à la presse lycéenne. Et parce que moi, ma première question, c'est de dire, tiens, c'est pour la presse lycéenne et les autres gosses, et dans les collèges. Bon, c'est pas la maternelle, hein, ils peuvent. Et c'est vrai que l'article 511.2 du Code de l'éducation dit « Dans les collèges et les lycées, les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. » Bon, quand on parle de liberté d'expression, ça passe autant par la parole que l'affichage ou que la publication d'écrits. L'exercice de ces libertés ne peut porter atteinte aux activités d'enseignement. Bon, ça, on s'en doutait bien. Par contre, les articles des réglementaires ne parlent plus que de la presse lycéenne. Les publications rédigées par les lycéens peuvent être librement diffusées dans l'établissement, etc. Toutefois, au cas où certains écrits présenteraient un caractère injurieux ou diffamatoire, ou en cas d'atteinte grave aux droits d'autrui ou à l'ordre public, le chef d'établissement peut suspendre ou interdire la diffusion, la publication dans l'établissement. Et en fait, de nouveau, même alors que la loi de 1880 peut ne pas devoir s'appliquer, cette interdiction prononcée par le chef d'établissement en cas de violation de certains droits n'est pas préalable. Elle peut n'intervenir qu'à posteriori, étant donné que le chef d'établissement reçoit la publication en même temps que les autres lecteurs et généralement, la décision constitue en une suspension des publications ultérieures, si je ne me trompe. La question qui se pose, c'est faut-il changer la loi pour donner la possibilité à devenir directeur de publication à partir de l'âge de 16 ans. Donc ça, c'est dans l'avant-projet de loi égalité et citoyenneté, je ne me trompe pas sur le nom. C'est que par dérogation à la majorité requise dans la loi de 1881, un mineur de 16 ans révolu peut, avec l'accord écrit préalable de son représentant légal, être nommé directeur ou co-directeur de la publication de tout journal ou écrit périodique, à condition qu'il soit réalisé bénévolement. Et là, on n'entre pas que dans le cadre du lycée, puisque cette disposition pourrait être étendue à tout jeune, que ce soit dans un centre de quartier, dans une MJC ou quoi que ce soit. Donc, ça tomberait sous le coup de la presse, selon la loi de 1881, puisque ce serait une presse qui s'adresse au public. D'ailleurs, même à l'intérieur du lycée, les dispositions du Code de l'éducation prévoient le pluralisme. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas que la diffusion de la presse lycéenne créée à l'intérieur du lycée qui est permise par le Code de l'éducation, mais la diffusion de toute presse. Puisque le droit d'être informé, le droit
à l'expression sont garantis dans les collèges et les lycées. Bon, la question de la restriction par le principe de neutralité, ça concerne surtout la question de prosélytisme politique, religieux ou commerciaux. On a déjà eu des cas. Est-ce qu'on n'avait pas eu à une époque des journaux de classe qui étaient offerts par des maisons de diffusion dans lesquelles il y avait de la publicité commerciale et ils avaient été bloqués, si je me souviens bien. Il y a aussi la question autre question qui concerne encore spécifiquement les établissements scolaires, donc éventuellement. Pourquoi limiter le droit de publication d'un journal interne au seul lycée? Pourquoi est-ce que les enfants qui fréquentent le collège, qui sont quand même doués d'un certain discernement, ne pourraient pas disposer de la même liberté? Première question. Et également voir quel est le droit de l'enfant de s'exprimer, étant donné qu'il n'y a pas de limite d'âge. Moi, je vois bien des activités dans l'enseignement primaire, même dans l'enseignement maternel, qui font appel à la libre expression de l'enfant, naturellement avec un encadrement pédagogique. Ce n'est pas la même chose qu'une presse créée par des 16-18, mais avec un encadrement pédagogique quand même. La question se pose quand même. Combien? Oh ben ça va. Donc, j'ai posé les questions. La question de l'autorité parentale. Bon, l'enfant, et ça c'est notre système juridique de droit familial français. L'enfant est généralement incapable de commettre des actes jusque l'âge de 18 ans. C'est une incapacité générale, je dirais quasi générale, excepté certains actes usuels qui ont été étendus. Bon, aller acheter un journal, même maintenant, acheter un smartphone à plusieurs centaines d'euros peut être considéré comme un acte usuel qu'il est normal que l'enfant puisse accomplir sans autorisation. Mais bon, passer un contrat avec un imprimeur pour plusieurs milliers ou plusieurs centaines d'exemplaires pose un autre problème, puisque l'enfant en dessous de 18 ans est considéré comme incapable de contracter. Et s'il contracte et qu'il y a un couac, il y a des procédures qui s'appellent la récision pour lésion, qui prévoit la restitution des prestations réciproques. Bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a cela. Évidemment, l'enfant est soumis donc à l'autorité parentale de ses parents, qui peuvent l'autoriser ou interdire d'être responsable de presse. Bon, on sait bien que la plupart des enfants de moins de 18 ans qui sont sur des blogs ou qui créent des blogs ou des pages ouvertes, des pages publiques de Facebook ou quoi, le font dans l'ignorance totale des parents, ou même quand les parents le savent, ils ne savent pas du tout ce qui se passe sur cette page. Moi, par exemple, mes gosses ne m'ont jamais donné accès à leur page Facebook. Voilà. Ce n'est pas étonnant. La responsabilité parentale, elle est plus importante, et évidemment au niveau des intérêts civils quand une faute est commise par l'enfant, parce que au-delà de la responsabilité pénale, ça, si vous voulez plus de renseignements, on peut en parler après, la responsabilité pénale des mineurs en dessous de 18 ans, leur passage devant les juges des enfants, les différentes mesures et peines qui peuvent être prises à leur égard, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce seraient les intérêts civils auxquels les parents, en tant que responsables légaux, seraient condamnés en vertu de l'article 1384 du Code civil, qui ne prévoit pour s'exonérer qu'une faute de la victime
ou alors une cause d'impossibilité. Et la jurisprudence depuis 97 est vraiment ferme là-dessus. On est passé d'une responsabilité pour faute à une responsabilité pour risque. Donc tout fait dommageable commis par l'enfant, qu'il soit fautif ou non, est sous la responsabilité des parents. D'ailleurs, la plupart des familles ont ce qu'on appelle des assurances complètes qui couvrent la responsabilité familiale, voir si dans les contrats il n'y a pas de restrictions et il y en aurait peut-être pour les infractions relatives, enfin les réparations relatives à certaines infractions, notamment à la presse. Et ça, et là se trouve le nœud du problème. On peut espérer une modification légale, que ça soit dans la loi, dans le projet de loi Caner, il faudrait que ça soit évidemment intégré dans la loi de 1881. Il faudrait aussi qu'il y ait des modifications dans le code de l'éducation qui permettent la libre expression des enfants par l'écrit, par l'impression, non seulement dans la presse lycéenne, mais envisagée au collège, quitte à prévoir un encadrement pédagogique. Il faudrait également des modifications dans le code civil sur comment est-ce que je peux exprimer ça, sur la prise de responsabilité progressive de l'enfant devenant adolescent, puisque là, l'exercice de la liberté de presse n'est jamais que l'exercice de la citoyenneté. Et on ne peut pas devenir citoyen comme ça du jour au lendemain à 18 ans. Ah, maintenant, vous avez tous les droits, alors qu'avant, vous n'en aviez presque aucun. Merci beaucoup. Donc c'était riche. Maintenant, on va passer aux questions. Donc je vais aller voir mes camarades et je vais profiter d'être animatrice parce qu'évidemment, il y a des questions qui ont fusé également dans ma tête pour lancer la première question. Comme ça, le temps que je fasse mon débat. Et j'ai une première question qui était liée plutôt à Monsieur Matatia, pour M. Matatia, par rapport à l'hébergement soumis au contrôle préalable, par rapport à la modération. Ça m'a fait penser, si un chef d'établissement met à disposition un hébergement, donc paye un site internet, héberge le site internet d'un lycée qui désigne une équipe de lycéens, enfin qui désigne une équipe de lycéens, il met à disposition cet hébergement du site internet à une équipe de lycéens, il ne modère pas, il refuse de modérer ce site et laisse un directeur de publication lycéen avec une équipe lycéenne, est-ce qu'on ne se retrouverait pas dans la même situation que propose le texte dérogatoire, qui n'est qu'un contrôle a posteriori au moment où on reçoit les informations? Est-ce que finalement, ne pas mettre de modération sur un site que le chef d'établissement paierait, enfin du coup l'éducation nationale hébergerait, permettrait finalement aux lycéens d'exercer une totale liberté de leur droit de publication? Bon, mais cadeau. Alors oui, il faut analyser les implications de cette situation. Du coup, l'éducation nationale ou l'établissement, d'ailleurs, il faudrait voir lequel des deux se retrouverait en situation d'hébergeur. Alors du coup, en cas de... Mais vous avez cité le fait qu'il y aura un directeur de la publication, donc c'est un peu... Dans ma tête, c'est un peu contradictoire, les deux. Soit les directeurs de la publication, et dans ce cas-là, du coup, il reprend toutes les responsabilités, soit l'hébergeur, parce que l'hébergeur a aussi un responsable. Donc j'ai du mal à voir dans ce cas de figure lequel serait responsable, le chef d'établissement en tant que responsable de l'hébergeur ou le directeur de la publication en tant que directeur éditorial. Du coup, je retourne la question, est-ce qu'il y a une responsabilité du chef d'établissement en tant qu'hébergeur? Si oui, dans quelle mesure? Et est-ce que si l'hébergeur est automatiquement le directeur de publication? Parce que du coup, dans la loi pour la confiance dans l'économie numérique, on distingue deux positions. Alors ça vient encore se surrajouter comme catégorie à tout ce qu'on vient de voir. On distingue les deux catégories d'hébergeurs et d'éditeurs. Et dans ce cas-là, ce qu'on appelle éditeur au sens de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, ou plutôt ce que la jurisprudence a dégagé comme notion d'éditeur, parce que c'est même pas écrit clairement comme ça, c'est que justement celui qui a le contrôle éditorial du contenu, du coup, est l'éditeur, et donc lui, il récupère toutes les responsabilités qui vont avec. D'accord. Donc la question est, ce chef d'établissement, est-ce qu'il va être éditeur, c'est-à-dire qu'il va quand même conserver un certain degré de contrôle, ou est-ce que vraiment il donne les clés du site et il ne fait que payer le site aux élèves?
et ils leur donnent le contrôle total, la liberté totale de faire ce qu'ils veulent dessus. Il va falloir voir exactement, finement, comment les choses vont s'articuler. Mais si on fait le parallèle avec la circulaire dérogatoire, les journalistes jeunes ont la totale liberté d'écrire leur journal, donc ils assument la direction de publication, et ensuite le chef d'établissement a eu un contrôle a posteriori pour voir s'il y a un délit de trahison. Moi, c'est plutôt ce parallèle-là que je vois avec la possibilité que le chef d'établissement soit l'hébergeur. Alors comme ça, donc un peu sans avoir approfondi l'étude, mais je dirais que la situation est un peu similaire, mais avec quand même une différence. La différence, c'est que dans la situation actuelle, le chef d'établissement limite quand même les risques, puisque la diffusion reste interne à l'établissement. Tandis que si vous faites un site web, là, il prend beaucoup plus de risques, ça devient réellement public. Donc lui, sa propre responsabilité, du coup, devient plus grande. Mais si, enfin vous expliquez, moi c'est par rapport au système de modération, vous expliquez que si on ne met pas de modération, on peut du coup, a posteriori, sur signalisation, enlever un article, ou du moins du coup créer un débat, alors que si on met une modération a priori, on en est d'autant plus responsable qu'on a décidé de modérer. Je me disais qu'on pourrait imaginer que le chef d'établissement décide de ne pas modérer pour attendre un retour a posteriori. Si il se trouve que dans sa modération, enfin, que même dans sa modération a posteriori, si il est jugé trop lent, il n'a pas le temps, il a autre chose à faire, et du coup il modère mal a posteriori, du coup sa responsabilité sera beaucoup plus grande. Il y a en réalité 3 types de responsabilités qu'il faut distinguer. Il y a la responsabilité de l'hébergeur, qui sera, dans le cas d'espèce, le directeur d'établissement, mais d'un point de vue plus général, qui sera YouTube ou Facebook, c'est-à-dire la personne qui met à la disposition un espace de disque dur librement ouvert au public. La responsabilité de ce qu'on appelle de l'éditeur de services électroniques, c'est-à-dire la responsabilité de la personne qui met en ligne les propos. Très concrètement, s'il y a un contentieux, le juge demandera qui a accès aux codes qui permettent de mettre en ligne les articles. Est-ce que c'est le directeur de la publication? Si c'est le cas, est-ce que c'est le directeur d'établissement, pardon? Si c'est le cas, c'est lui qui est responsable des propos qui sont tenus. Est-ce que c'est l'élève? Dans ce cas, c'est l'élève qui est responsable des propos qui sont tenus. Est-ce que j'ai les codes ou pas les codes pour mettre directement en ligne? Troisième responsabilité, si sur le blog ou cet espace mis à la disposition, il y a un sous-espace pour les commentaires du public, etc. Et dans ce cas-là, s'il y a un système de modération de ces commentaires, ce sera l'éditeur, c'est-à-dire la personne qui a les codes, qui sera responsable des propos qu'il n'aura pas modérés. S'il n'y a pas de système de modération, ce sera la personne qui a posté les commentaires qui sera responsable des propos modérés. On a un système qui est assez contre-intuitif, où finalement, moins on prend de responsabilité, moins on en a. Voilà. Donc on a tout intérêt à laisser au maximum les choses sans contrôle, de manière à ne pas engager sa responsabilité. Le directeur d'établissement aura intérêt à mettre simplement l'espace disque à la disposition des élèves en laissant les codes ouverts, en disant « débrouillez-vous avec les codes, moi je ne veux pas voir ce que vous publiez, sinon je serai l'éditeur du contenu ». L'éditeur du contenu, c'est-à-dire l'élève qui utilise les codes pour mettre en ligne, dira soit, si j'ouvre un espace de discussion aux utilisateurs, il ne faut pas que je prévoie de modération, parce que si je prévois une modération et que je ne l'exerce pas, je suis responsable des propos. Donc on a 3 systèmes de responsabilité qui sont différents, avec des sous-systèmes, c'est-à-dire que l'hébergeur sera malgré tout responsable si l'éditeur publie quelque chose qui est manifestement illégal. Il va mettre le dernier Star Wars en ligne sur l'espace de l'école, et dans ce cas-là, s'il ne retire pas promptement le film, c'est lui qui est responsable. Voilà, et donc il y a des systèmes de réaction, etc. Mais sinon, la règle qui est assez contre-intuitive, c'est moins j'endosse de responsabilité, moins j'en supporterai les conséquences dans la réalité. Moi, j'ai juste un petit conseil. Bon, je gère un site, évidemment, et j'en visite pas mal pour mon activité. Évitons d'ouvrir des forums et des commentaires. Ce ne sont que des torrents de boue qui se
qui se projettent en général. Il est vraiment très rare sur certains sites spécialisés d'avoir des réflexions intelligentes. Sinon, c'est généralement une horreur. Alors, comme vous l'avez remarqué, on est un petit peu en retard. Du coup, je grignote sur la pause, puisque je pense que puisqu'on a quelques questions et je pense que ça peut être plus intéressant, enfin j'espère, que d'aller boire un café. J'ai une question très précise. Y a-t-il beaucoup de condamnations de lycéens ou de mineurs sur les publications numériques ou pas? Alors, excusez-moi, j'ai mal lu la question. Y a-t-il beaucoup de condamnations de lycéens ou de mineurs ou de jeunes majeurs dans le cas de publications numériques ou non? Alors, moi, j'ai d'abord regardé les jurisprudences sur les journaux lycéens classiques, papier, distribués dans un journal. J'en ai pas trouvé. Donc, il doit en exister, mais pas suffisamment, enfin, trop anecdotique pour qu'elles soient publiées d'une manière générale. Et j'ai pas trouvé, moi, de jurisprudence de condamnation, de diffamation, etc., pour un journal classique, papier, lycéen. Les poursuites et les condamnations de jeunes majeurs ou de mineurs pour des propos tenus sur Twitter, Facebook, etc., c'est quotidien. C'est absolument quotidien, ça arrive tous les jours. Ça a bouleversé les contentieux du droit de la presse sur ces questions-là, et c'est très fréquent. Les condamnations, les premières condamnations sont en général symboliques. La première fois, si les faits ne sont pas trop graves, ce sera de simples rappels à la loi auprès d'un procureur ou d'un juge pour enfants, suivant l'âge de l'enfant. Si ce sont des faits plus graves, des imputations diffamatoires, des atteintes à la vie privée, etc., ça peut être des condamnations à des peines d'amende avec sursis. Si c'est des faits d'apologie de terrorisme, etc., ce sera des peines de prison avec sursis. Alors, c'est évidemment beaucoup moins fréquent, mais des poursuites et des condamnations de mineurs pour des propos tenus sur Facebook ou sur Twitter, etc., c'est quotidien. Je profite que vous ayez le micro, parce que j'ai quelques questions pour vous. Tous mineurs et majeurs emportent-ils les mêmes risques si quelqu'un a été interpellé sur le seuil à partir de 13 ans, on peut aller en prison? Est-ce que vous pouvez nous préciser un petit peu si les majeurs et les mineurs encourent les mêmes risques face au délit de presse? Bon, les mineurs de 13 ans à 16 ans sont susceptibles d'être placés en détention provisoire, voire d'être condamnés à une peine pour des crimes ou des délits punis de plus de 7 ans de prison, si mes souvenirs sont bons. Enfin, j'ai ça dans l'ordonnance ici. Ils peuvent aussi être placés mis sous contrôle judiciaire ou en cas de condamnation avec sursis probatoire, être placés dans ce qu'on appelle un centre éducatif fermé pour des peines à partir de 5 ans d'emprisonnement. Donc ça, c'est les peines telles qu'elles sont prévues dans le code pénal, sachant que l'excuse de minorité fait toujours diminuer la sanction pénale de moitié, sauf exception, mais enfin bon là, c'est pour les 16-18. Les 16-18 évidemment sont susceptibles d'être détenus même pour même en détention provisoire dès lors que ça dépasse 1 an de prison, si je ne me trompe, et ils peuvent aussi être condamnés à des peines de prison ou évidemment aussi à être en sursis probatoire dans des centres éducatifs fermés. Il m'étonnerait que dans le cadre de délits de presse simples, sauf les apologies au terrorisme, évidemment, vu l'ambiance actuelle, n'importe quelle bêtise qu'on peut tenir, quel propos idiot. J'avais fait un éditorial d'ailleurs il y a 1 an, au mois de janvier, c'était le droit de l'enfant d'être con. Parce que des gamins de 8 ans qui avaient dit hey, « moi je suis pas Charlie, il s'est bien fait pour leur gueule hein ». Ils s'étaient retrouvés devant le menotté, emmenés au palais de justice, juge des enfants, tout le toin, pour une connerie quoi. Et les profs, ils sont là pour quoi alors? Sinon pour entourer, pour dire qu'est-ce que t'as raconté, écoute, je vais te montrer ce qui s'est passé quoi.
Non, enfin bon, des trucs incroyables. Donc il y a ça, cette excuse de minorité, elle est essentielle. Et il m'étonnerait que dans le cadre de délits de presse, sauf le cadre de l'apologie du terrorisme, évidemment, le recours à la reproduction d'images pédopornographiques, peut-être, de grands adolescents, tout ça, il m'étonnerait qu'il y ait eu des peines de privation de liberté prononcées à l'égard des enfants. Mais par contre, il peut y avoir des peines d'amende. Hein. Le fait de ne pas avoir déclaré une revue au parquet, c'est une infraction de 5e classe, ça veut dire c'est 7500 € d'amende si je me trompe, divisé par 2, ça fait déjà quelque chose. Et évidemment, les amendes, c'est généralement les parents qui les payent. Voilà. J'ai quelques autres questions sur les portées des lois et le poids. Il y a une question qui est quel est le poids, quelle portée juridique d'une circulaire par rapport à une loi? Peut-il y avoir une contradiction l'une envers l'autre? Et ça va aussi avec la dernière question qui vient d'être donnée, c'est au vu de la hiérarchie des normes, si on se limite à une modification de la circulaire attribuant des droits dérogatoires, nous ne souhaitons pas de modifier les contradictions avec la loi de 1881. Oui, mais bon, il y a déjà, au niveau de la presse lycéenne, hein, moi je me réfère à l'article du Code de l'éducation, l'article L comme loi, 511-2, dans les collèges et les lycées, les élèves disposent dans le respect du pluralisme et du principe de neutralité, de la liberté d'information et de la liberté d'expression. Ce qui est écrit après dans les décrets et dans les circulaires doit être lu avec toute circonspection. Une circulaire, c'est l'interprétation de la loi par l'administration. Elle peut aider le responsable administratif, l'autorité administrative, elle peut aider aussi le juge à lire la loi, proposer une interprétation. Mais le nombre de circulaires qui ont été annulées, c'est incommensurable. Hein. Il y en a dans la liste des décisions administratives. Il y en a pas mal, ou même et même quand une disposition d'une circulaire est favorable à l'administré, j'en connais, les tribunaux peuvent aller dire, ben non, oui, ben ok, le ministre il dit ce qu'il veut, moi, pour moi la loi elle est comme ça. Donc la circulaire a une valeur indicative, tandis que le décret ou l'arrêté, ils ont une valeur réglementaire pour autant qu'ils respectent la loi, qui elle-même doit respecter la Constitution, qui elle-même doit respecter les conventions internationales, etc. Là, j'ai quelques questions plus techniques, notamment sur la partie numérique. Vaut-il mieux modérer le site ou signaler au fur et à mesure j'imagine, les articles qui peuvent poser problème? Lequel serait lequel serait le mieux de manière pénale, civile et légale? Se prémunir, j'imagine, de tout délit de presse. De manière légale, celui qui trouve un contenu qui est illicite, il doit le signaler. D'ailleurs, justement, le site doit avoir un bouton permettant de signaler les contenus illicites. Ça fait partie aussi des obligations pour les hébergeurs. Et donc, l'internaute qui trouve quelque chose le signale, il appuie sur le petit bouton, qui parfois est pas facile à trouver, même s'il est censé être sur le site. Vous allez sur certains justement réseaux sociaux pour trouver le petit bouton, c'est pas toujours évident. Et du coup, à partir du moment où il a appuyé, l'hébergeur est censé retirer cela promptement, si c'est manifestement illicite. Donc il y a déjà cette notion d'interpréter le manifestement. Alors, quand c'est manifestement, vous avez cité des cas de pédopornographie ou des cas d'un film où manifestement il vient de sortir, donc il y a atteinte au droit d'auteur, donc là c'est manifestement illicite. Donc le délai de réaction, du coup, est censé être prompt. D'accord. C'est pas défini prompt. Non, c'est pas défini. Alors la promptitude, elle dépend des cas. Ça va dépendre de si c'est tenu par un professionnel ou par un amateur. Il y a des cas de jurisprudence justement où la cour a jugé que quelqu'un qui va regarder qui tient un particulier qui tient un blog, il y a des commentaires dessus, il fait le ménage toutes les semaines.
bon bah on va pas lui reprocher de ne faire le ménage que toutes les semaines parce que c'est pas son boulot. Tout dépend. Si vous êtes un professionnel, par contre, vous êtes un grand quotidien national, vous avez votre blog. Là, je suppose que si vous mettez une semaine à regarder les signalements, ça va être plus difficilement acceptable. Qu'est-ce qu'il y a comme horreur en matière de discrimination et appel à la haine sur les blogs de la presse nationale? J'ai bien remarqué. On voulait vous demander aussi, enfin, il a été posé dans le cas d'une émission en ligne, web radio, web télé, je dirais même que pour les journaux, ce que nous on appelle la presse écrite en ligne, quand on met des supports multimédia, le directeur de publication peut être poursuivi si la vidéo ou l'extrait sonore est rediffusé. Qu'est-ce que vous voulez dire par rediffuser? Ça a été retiré et c'est remis? Si c'est remis, ça refait une nouvelle infraction dans ce cas-là. Je cherche la personne qui a écrit. Pouvez-vous spécifier rediffuser? Mais ce n'est plus du direct. Oui, ça l'est du direct la première fois, mais si c'est maintenu sur le site après coup, ça n'est plus du direct. Et alors, quelqu'un a posé une question sur les newsletters. Un micro, pardon. Excusez-moi. Une question sur les newsletters diffusées dans un groupe fermé avec des inscriptions préalables pour les recevoir. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont catégories privées ou publiques en termes de diffusion? Alors, il y a pas mal de jurisprudence sur cette question-là. Ça dépend s'il y a un véritable contrôle des inscriptions sur la newsletter. Si n'importe qui peut s'inscrire sans qu'il y ait un contrôle sur est-ce que je suis membre d'une association, est-ce que je partage un intérêt commun avec les autres membres, s'il y a un contrôle, ce sera considéré comme un cercle privé et donc ce seront des infractions de presse privées. Si j'accepte tout le monde sans vérifier si de près ou de loin ils sont effectivement même membres du club, membres du lycée, etc., ce sera considéré comme un cercle public avec simplement une préinscription et ce seront donc des diffamations, des infractions de presse publiques. On a un autre exemple qui est assez proche, c'est lorsque j'ai fait une diffusion sur Facebook restreint à mes amis. C'est a priori une diffusion privée puisque c'est auprès de mes cercles d'amis. Si je suis une personnalité publique qui accepte n'importe qui comme ami et je me retrouve avec 18 000 amis, même si la diffusion se fait toujours auprès de mes amis, ce sera considéré comme une diffamation publique. On a de la jurisprudence sur ce point, et notamment des constats d'huissier, où l'huissier tente de demander comme ami telle ou telle personnalité. Si automatiquement cette personnalité accepte tous ses amis, on considère qu'on n'est pas dans un cercle restreint de personnes qui partagent un intérêt commun, mais dans un cadre public. Donc il faut à chaque fois regarder au cas par cas s'il y a vraiment un cercle restreint de personnes qui partagent un intérêt commun ou non. J'ai une autre question très pratico-pratique. On se disait qu'en faisant l'abaissement de l'âge de publication, on imaginait changer la loi de 1881. On se demandait pour les publications numériques si du coup il fallait changer la loi dont vous avez parlé sur votre PowerPoint, Monsieur Matatia, du 30 septembre 1986. Enfin, est-ce que si on change 1881, ça aura un impact direct sur 1986 ou il faut changer les deux? On a vu que les deux parlaient du directeur de la publication dans les mêmes termes, donc il faut conserver le parallélisme. Ça a été fait pour. Mais assez souvent, quand vous changez la loi, il faut répercuter les changements dans tous les textes qui y sont liés. D'accord. Ça, c'est du travail de légistique. La question, elle est plutôt politique. Est-ce que politiquement on prend la décision ou pas? Ensuite, savoir comment on répercute ça dans tous les textes qui concernent, c'est un peu de l'administratif. Et ensuite, j'avais deux questions, mais vu qu'on vient de perdre un intervenant, je vais me dépêcher. Il y a quelqu'un qui reposait la question par rapport aux mineurs, est-ce qu'ils étaient bien responsables, quelle était la place par rapport aux mineurs et à la place des parents, si les parents étaient bien responsables des délits de presse, notamment de la diffamation et autres faits par les enfants.
Enfin, par les enfants, par leurs enfants, mais chez nous, les jeunes, et pour d'autres, les élèves. Alors les enfants qui commettent des délits de presse sont seuls responsables pénalement des conséquences de leur délit. C'est-à-dire qu'a priori, ce sont eux seuls qui sont responsables du paiement des amendes qui sont prononcées et des éventuelles, très théoriques, peines de prison qui seraient prononcées. Les parents ne sont pas responsables. En revanche, les parents sont responsables des conséquences financières dommageables des délits de presse, c'est-à-dire les dommages et intérêts qui seront alloués à la victime d'un délit de presse. Il faut savoir que, en général, les juridictions répressives sont assez peu sévères sur le montant des amendes qui peuvent être prononcées, sauf cas exceptionnel. Ça ne va jamais dépasser les 2, 3 ou 4 000 euros. En revanche, ils vous apprécieront à leur juste valeur les conséquences financières pour la victime. Et là, on peut arriver sur des dommages et intérêts beaucoup plus élevés. Donc l'enjeu en termes financiers et en termes de responsabilité des parents, ce sera sur les conséquences financières de la responsabilité civile, plus que sur le paiement des amendes. Et là, on sera sur des montants qui peuvent être beaucoup plus importants en fonction de l'audience, de la gravité des propos, etc. etc. Et c'est la dernière question, et je suis vraiment désolée pour votre table ronde, on a commencé à grignoter un peu sur leur temps. Est-ce qu'il est possible simplement je vais faire comme la télévision en une phrase, s'il vous plaît, de nous dire quel est l'avantage ou l'intérêt supplémentaire pour les mineurs avec l'abaissement à la 16 ans du droit de publication par rapport à ce qui existe déjà? Juste ça. Alors, l'avantage pour les mineurs d'avoir un abaissement de l'âge de la publication, c'est de pouvoir être plus tôt, plus jeunes, être maîtres de leur journal, et non pas de soumettre le contenu du journal à un directeur de la publication majeur, qu'il faut trouver, qui n'est pas forcément simple à trouver, au sein d'un établissement de lycée. Donc, ça leur permet de garantir la maîtrise du contenu d'un journal. Si ce journal doit être systématiquement sous la responsabilité d'un directeur de la publication majeur, et ben ce directeur de la publication aura le droit, comme il endosse la responsabilité, aura le droit et la maîtrise, enfin le droit de supprimer ou non des articles, il aura la maîtrise concrète du contenu du journal. Donc l'intérêt d'abaisser, c'est de permettre à des mineurs d'être maîtres du journal qu'ils veulent éditer. Eh bien, Monsieur Rongier, vous faites bien de revenir parce que c'est le moment où je vous remercie d'être venu ce matin pour la table ronde, ainsi qu'à Monsieur Prigent et Monsieur Matatia. Je vous propose des applaudissements. Voilà. Merci beaucoup. Pour tous ceux qui n'ont pas pu prendre de notes, on est en train de prendre des notes, on fait un Storyfy, on fait plein de choses, donc on pourra vous donner le contenu de ce qui a été dit aussi par écrit, parce que c'était très riche. Je vous remercie encore une fois d'être venu, et puis merci. On se fait une pause quand même de 2 ou 3 minutes pour ceux qui veulent se boire. Non, mais vous avez vu, c'était des questions. En fait, les questions que je vous avais dit, c'est les questions qui sont revenues. En fait, les gens sont vraiment perturbés par ce que ça implique pour les parents, en termes d'amende, etc. Qu'est-ce que ça implique pour les jeunes? Si, il y aurait moyen d'en sortir, mais c'est